voudrais rapidement, pour ouvrir le colloque, essayer de préciser les termes en jeu et puis l'articulation des termes donc, de la problématique. Donc, repenser nos formes de vie à l'aune des nouvelles technologies. Et donc, le premier concept qui est à l'œuvre, c'est celui de forme de vie, qui a été élaboré par Wittgenstein, un philosophe autrichien, qui a notamment écrit donc, dans la première moitié du XXe siècle, et qui a mis au point ce concept de forme de vie, notamment dans un livre donc, intitulé les recherches philosophiques. Et la thèse générale de Wittgenstein concernant ce qu'est une forme de vie, c'est l'idée selon laquelle eh bien, le sens, chez les humains, le sens surgit d'une inscription dans une forme de vie, dans une pratique inscrite, donc enchevêtrée dans la vie. Alors pour un peu expliciter cette notion, on peut prendre l'exemple du langage. Et Wittgenstein défend l'idée selon laquelle les mots dans le langage n'auraient pas de signification intrinsèque, c'est-à-dire qu'un mot en soi n'est pas porteur de signification. Et bon là, je ne fais pas de différence, hein, j'utilise de façon très lâche signification et sens. Et donc la signification, pour Wittgenstein, elle résulte de l'usage des mots. C'est-à-dire que c'est en usant des mots, en utilisant un mot de telle ou telle façon, que le mot va être porteur de tel ou tel sens. Donc le sens d'un mot n'est pas défini par avance, il ne réside pas dans un ciel abstrait des idées, mais il surgit de l'usage que l'on fait pratique de ce mot. C'est ainsi que Wittgenstein dit que parler un langage fait partie d'une activité ou d'une forme de vie. Donc c'est quelque chose de pratique. Et de ce point de vue, il a cette fameuse phrase assez paradoxale ou provocative qui dit la chose suivante: si un lion pouvait parler, nous ne pourrions pas le comprendre. Et l'idée qui est derrière cette proposition, c'est que, imaginons que le lion est effectivement un langage et que il fasse signe, il parle ce langage en agitant, tantôt en agitant la queue, tantôt en rugissant, etc. Eh bien, comme nous ne pourrions jamais le comprendre, parce que pour comprendre le sens de ces signes, il faudrait pouvoir être un lion, il faudrait savoir ce que c'est que d'avoir faim et que de vouloir courir après une antilope, etc. Et donc, on n'a jamais accès en fait aux signes d'un langage si on n'est pas inscrit dans la vie pratique de tous les jours, de l'intérieur, dans la forme de vie de la personne qui utilise un langage. Puis la deuxième citation, donc issue également des recherches philosophiques, développe cette thématique. Donc, on trouve chez Wittgenstein cette idée selon laquelle ce sont les formes de vie qui sous-tendent tout sens. Et tout sens s'inscrit dans une forme de vie, résulte d'une forme de vie. Et de ce point de vue-là, il semble assez décisif de réfléchir aux formes de vie, aux transformations des formes de vie, puisqu'en réalité, toute circulation de sens dans une communauté humaine, eh bien, s'origine dans une forme de vie. Bon, alors là, j'ai mis deux petites images qui caractérisent bien un changement de forme de vie entre la société aztèque du Moyen-Âge et puis le New York contemporain. Et effectivement, chaque fois, on a affaire à des formes de vie, à des façons de vivre extrêmement différentes, et du coup, à une construction du sens qui est également tout à fait différent. On ne va pas avoir la même représentation du monde, on ne va pas parler de la même façon, penser de la même façon. Alors maintenant, si on veut approfondir encore la notion de forme de vie, on pourrait réfléchir aux constituants, aux paramètres qui constituent donc une forme de vie. Alors il y a notamment les paramètres techniques. Une forme de vie, c'est l'agencement de paramètres techniques, que ce soit des techniques matérielles, c'est-à-dire par exemple la capacité d'envoyer une fusée sur la Lune, ou des techniques mentales. Les anthropologues vont étudier comment les chamans, par exemple, peuvent rentrer en interaction avec des esprits. Donc c'est vraiment technique au sens large. Les constituants également des formes de vie sont de l'ordre des croyances, de l'environnement, du milieu naturel dans lequel on se trouve. Et étant donné tous ces paramètres, eh bien, les humains vont agencer, articuler cela d'une certaine façon pour produire une certaine forme de vie. Et
ce qui, à mon avis, est très important, c'est de prendre en compte donc toutes les variables qui vont entrer en ligne de compte pour constituer une forme de vie. Et bon, qu'est-ce qu'une variable? C'est par exemple le fait d'avoir un corps qui est le nôtre d'humain et qui va faire que, eh bien, qui va réduire le champ des possibles. Avoir un corps d'humain, ça permet de faire certaines choses. Avoir un corps de lion, ça permet d'en faire d'autres. Et le champ des possibles est élargi ou réduit en conséquence. Il y a un exemple sur lequel je reviendrai plus tard, qui est celui donc d'un projet encore très vague, mais concernant les voyages interplanétaires. Beaucoup défendent l'idée selon laquelle, enfin, qu'il faudrait éventuellement enlever les membres, les jambes aux humains, parce que, et voire même le torse, et ne garder que le cerveau, et puis ajouter un corps bionique, parce que ça permettrait de beaucoup mieux protéger les humains quand ils voyagent entre deux planètes, par exemple des radiations, etc. Et donc, si on envisage un humain qui n'aurait plus qu'un cerveau et doté d'un corps bionique, eh bien, la forme de vie de cet humain-là va être toute différente. Donc là, on a une variable qui est la possession d'un corps, qui va avoir son importance dans l'agencement d'une certaine forme de vie. Alors maintenant, je voudrais prendre deux exemples pour bien voir comment une certaine technique, un certain état technique va impliquer une certaine forme de vie. Alors, le premier exemple que j'ai choisi, c'est l'exemple de la cuisson tel qu'on le trouve dans les sociétés dites archaïques. Et ceux qui ont vu, il y avait projection d'un film hier au soir, et on voyait dans ce film comment, ce sont des humains contemporains, mais qui réexplorent les techniques préhistoriques, et donc on voyait dans ce film comment on pouvait faire naître le feu juste du frottement donc de deux bouts de bois en quelque sorte. Et ensuite, on va produire une petite braise, et cette braise, on la met au milieu d'herbes séchées. Et donc, ce que j'ai voulu représenter dans ce schéma, c'est trois éléments, c'est-à-dire deux bouts de bois de chaque côté, et puis cette herbe séchée dans laquelle on va essayer de faire naître à partir de la petite braise une flamme, et qui ensuite on va pouvoir servir du feu pour faire cuire un aliment. Alors là, le rond avec une croix, eh bien, c'est le feu qui va permettre ensuite étoile la cuisson. Et ce que l'on voit, c'est que la cuisson résulte d'un processus extrêmement simple, extrêmement basique. Il suffit de deux bouts de bois et d'herbes séchées. Alors maintenant, si on regarde une technique moderne de la cuisson, donc là, notre rond avec une croix, bon, disons que c'est une plaque dans une cuisine sur laquelle on fait cuire, on fait la popote. Et alors, pour faire fonctionner cette plaque, c'est autrement plus sophistiqué que pour produire une flamme dans un cadre archaïque. C'est-à-dire que là, on n'a plus seulement affaire à trois éléments. Là, j'en ai mis plusieurs pour montrer qu'il y en avait beaucoup, avec des relations dans tous les sens. Mais en réalité, il y en a une multitude, encore plus que ce qui est signalé là. C'est-à-dire que, bon, par exemple, pour faire fonctionner cette plaque, on va avoir besoin d'énergie électrique, c'est-à-dire d'usines nucléaires. Pour faire fonctionner des usines nucléaires, bon, il faut créer des écoles qui forment des ingénieurs en sciences atomiques. Il va falloir également faire venir, je ne sais pas moi, du Nigeria importer de l'uranium. Il va falloir, pour importer cet uranium, il faut de l'essence, donc il faut pour faire fonctionner les bateaux, donc il faut extraire cette essence. Enfin bref, on a un réseau extrêmement complexe, sophistiqué, pour pouvoir simplement chauffer. Donc, faire la popote. Voilà. Et donc, j'en viens maintenant à la notion d'externalisation des fonctions, qui a été élaborée par Ernst Kapp, et puis reprise ensuite par André Leroi-Gourhan. Et donc, Kapp parle d'Organprojection, et Leroi-Gourhan a traduit cette notion par celle d'exsudation. Et l'idée qui est derrière cette notion, c'est celle selon laquelle, au fil du temps, les humains se sont mis à externaliser, donc, par exemple, leurs organes. Prenons un exemple très concret. Auparavant, la mendication se faisait exclusivement, quasi exclusivement, avec la bouche. Et aujourd'hui, on a des broyeurs ménagers qui remplacent ce que fait notre bouche, qui se charge en partie de la mendication. Voilà, c'est la différence entre un steak et un steak haché. Bon, ben, quand on fait un steak haché, il y a un broyeur, un mécanisme qui remplace cette fonction. Et donc,
ce qui avant était interne va devenir externe, c'est-à-dire que ce qui remplace la bouche, c'est le broyeur ménager qui se trouve à l'extérieur. On pourrait donner tout un tas d'exemples. La voiture, par exemple, ça va remplacer en grande partie nos jambes. Donc voilà cette notion d'externalisation des fonctions, c'est-à-dire, et la notion allemande d'Organprojektion désigne très bien la chose, c'est-à-dire qu'on projette à l'extérieur une fonction organique qui était auparavant interne. Alors il y a une fameuse critique de cette externalisation, c'est celle de Platon, que l'on retrouve dans Phèdre, et Platon donc fait dire au roi Thammuz, qui s'adresse au dieu Thoth, qui est responsable de l'invention de l'écriture, la chose suivante: l'écriture ne peut produire dans les âmes que l'oubli de ce qu'elles savent en leur faisant négliger la mémoire, parce qu'ils auront foi dans l'écriture, c'est par le dehors, par des empreintes étrangères, et non plus du dedans et du fond d'eux-mêmes que les hommes chercheront à se ressouvenir. Tu as trouvé le moyen, donc il s'adresse, le roi qui s'adresse à Thoth, tu as trouvé le moyen non point d'enrichir la mémoire, mais de conserver les souvenirs qu'elle a. Tu donnes à tes disciples la présomption qu'ils ont la science et non la science elle-même. Et donc l'écriture, c'est un exemple type d'externalisation, c'est-à-dire que ce qui auparavant était opéré par la mémoire que l'on a dans notre cerveau, eh bien, va résider dans un texte sur une page. C'est-à-dire que pour se souvenir de quelque chose, on va le projeter à l'extérieur sur une page et on pourra aller chercher cette information de temps en temps sur cette page. Alors, couramment, on va articuler toutes les notions de la façon suivante. On va dire que d'un côté, il y a des techniques dites archaïques, et ces techniques archaïques, elles consistent dans quelque chose d'interne, donc les fonctions sont internes. Par ailleurs, il y a une autonomie, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de recourir à beaucoup d'éléments extérieurs. Repensons à l'exemple de la cuisson, entre la cuisson archaïque et la cuisson moderne. Dans un cas, juste quelques éléments extérieurs suffisent. Dans un autre, énormément d'éléments extérieurs sont requis. Donc, une grande autonomie pour ce qui est des techniques archaïques. Et puis, par ailleurs, on va dire que les techniques archaïques sont essentialistes, au sens où elles vont conserver relativement bien l'humain, c'est-à-dire que l'humain ne va pas être transformé par l'ajout de nouvelles techniques. Et ça correspond à une certaine technophobie, une hostilité, dit-on couramment, à toute technique. Et puis de l'autre côté, donc, on aurait les techniques modernes, le progrès technique, la technophilie, qui est du côté de l'externalisme, de l'hétéronomie et du constructivisme, c'est-à-dire l'idée selon laquelle l'humain n'est pas défini une bonne fois pour toutes, l'humain n'a pas d'essence propre, mais il est susceptible de varier au cours du temps. Et ce que je voudrais montrer pour terminer, c'est que cette répartition, cette articulation des représentations classiques des termes en jeu, en réalité, est tout à fait grossière et même franchement fausse. Et ce que je propose, c'est une suggestion, c'est que, probablement, on va avoir l'occasion de voir à quel point c'est faux au cours du colloque, mais à mon sens, il est vraiment important de remettre cela en cause quand on réfléchit à l'articulation des formes de vie et des technologies. Alors, je voudrais donner des exemples pour lesquels, montrant à quel point cette façon de concevoir les choses est réductrice. Donc déjà, montrer en quoi, par exemple, on va trouver du constructivisme dans un cadre archaïque. Et, par exemple, on peut prendre le façonnement du corps dans l'animisme. L'animisme, en anthropologie, c'est cette représentation des êtres du monde, des existants du monde, selon laquelle tous les êtres, qu'on ait affaire à des animaux, à des plantes ou à des humains, sont doués d'une même intériorité, d'une même subjectivité, tous on partage une intentionnalité, une plante peut avoir une vie sociale, un langage, etc. Et donc, pour l'animiste, tous les êtres du monde ont une intériorité identique. Et la seule façon de se singulariser, de se distinguer des autres êtres, ça va être d'agir sur leur physicalité, non pas sur leur intériorité, mais sur leur physicalité. C'est par leur physicalité qu'ils vont se distinguer. Et quand on explore les travaux anthropologiques qui traitent de l'animisme, on se rend compte à quel point l'animisme est caractérisé par un façonnement continu et massif du corps. Alors ça va se faire par les tatouages, par les scarifications, mais continuellement les animistes sont en train de travailler leur corps, et loin de consister en une forme d'essentialisme, l'animisme c'est typiquement un constructiviste, c'est-à-dire que son identité, elle réside dans le corps, dans la physicalité, et il faut la travailler, il faut la construire, et constamment on va la retravailler, et on va mettre des plumes et des tatouages, etc., etc.
Donc, on a là un exemple de mode de vie dit archaïque où on a quelque chose de très constructiviste. Et à l'inverse, on peut avoir des partisans. Alors maintenant, Michel Thibon-Cornillo, qui est un professeur, un philosophe de la technique contemporain français, maintenant il est assez technophobe, mais il y a quelques années, environ 10 années, il était très très technophile. Et dans un article, il développe l'idée selon laquelle, en réalité, les techniques permettraient de préserver le corps. Et il a envisagé les techniques comme moyen d'apporter un soin au corps. Alors son idée, c'était la suivante, c'est que si toutes les fonctions, il reprenait l'idée de Leroi-Gourhan, si toutes les fonctions sont exsudées, sont externalisées, alors, donc par exemple, on va faire mâcher des broyeurs ménagers au lieu de mâcher nous-mêmes, eh bien si les fonctions sont exsudées, ça signifie qu'on va préserver le corps humain. Il ne va pas être endommagé, il ne va pas être... Donc en externalisant toutes les fonctions, on va pouvoir cela va permettre de préserver l'identité, l'essence humaine, le corps humain. Donc il l'a envisagé comme ça, la technique comme moyen de soin. Et là, on avait affaire typiquement à une thèse très technophile et pourtant tout à fait essentialiste. C'est-à-dire que le but, c'était de préserver l'humain tel qu'il est actuellement. Par ailleurs, on trouve des techniques dites archaïques où l'hétéronomie est extrêmement présente. Et j'ai évoqué cela tout à l'heure, les interactions, encore une fois, dans les récits anthropologiques, quand on envisage les interactions des chamans avec les esprits, ce sont des structures extrêmement d'interaction, extrêmement complexes, sophistiquées, qui sont aussi sophistiquées peut-être que tout le réseau électrique qui est nécessaire pour faire fonctionner une plaque de cuisson. Enfin, bon, c'est pas la même chose, mais... Et puis, à l'inverse, on va avoir des éléments très fortement internalistes et autonomes dans des techniques dites très modernes, et typiquement une implantation d'organes. Quand on se fait implanter un organe, ça dote la personne d'une autonomie, et c'est interne, c'est pas du tout externe. Donc voilà, c'est autant d'exemples qui tentent à remettre en cause cette vision des choses simplistes que je définissais ici. Alors maintenant, je voudrais en venir, et puis je terminerai par là, par donc la limite de cette dichotomie entre ce qui serait de l'ordre de l'interne, ce qui serait de l'ordre de l'externe. On peut se demander où commence et où s'arrête la frontière entre le dedans et le dehors. Donc cet exemple dont je parlais tout à l'heure, du dépeçage des corps en vue des voyages interplanétaires, où on enlèverait donc les jambes, voire le buste, et puis on mettrait à la place un corps bionique. Bon, on peut se poser la question de savoir quel est le statut de ce corps bionique. Est-ce que ce serait quelque chose d'interne ou est-ce que ce serait quelque chose d'externe? L'individu le porte, mais en un sens, est-ce que l'individu ça s'arrête à la tête ou est-ce que le corps fait partie de cet individu? Bon, c'est extrêmement vague, c'est très difficile de trancher. Également, quand on implante des puces mémorielles, enfin, on prévoit de faire cela, on peut se demander quel est le statut de ces puces mémorielles. Ça réside en nous, mais est-ce que c'est on parlait donc d'organes projetés, Cap parlait d'organes projetés, est-ce que c'est un organe projeté ou est-ce que c'est un organe interne? Ça permet, c'est très difficile de trancher. Et donc, pour dépasser cette difficulté, je crois qu'il est important de relativiser cette notion d'externalité et de se pencher sur une autre notion qui est celle de distalité et qui a été mise au point par Ivan Illich. Et Ivan Illich, à propos de la notion d'externalité, écrit la chose suivante. Quand des écrivains antiques comme Platon ou Pline parlaient d'outils ou d'ustensiles, ils les appelaient organa. Ils appelaient la main un organon, ainsi que le marteau qu'elle tient, et la main martelante était à son tour un organon. L'outil était une extension du corps humain. On voit émerger au XIIe siècle, en partie sous l'influence des Arabes, il y a une faute, mais une conscience croissante que certains objets matériels peuvent incarner ou accueillir une intention humaine. Celle d'effectuer une certaine action peut se transférer de la main au marteau, qui peut alors apparaître comme une chose destinée à marteler et l'épée comme une chose destinée à tuer, que ce marteau soit manié par un artisan, un enfant ou un mécanisme. Voilà ce qui commence à se dire au XIIe siècle, que l'épée peut servir à tuer ou à faire la guerre, que celui qui la manie soit un noble voué à cela par sa naissance ou un simple paysan entraîné à cette fin. Alors ce que nous dit Illich
dans ce texte et dans ce livre, La corruption du meilleur engendre le pire, c'est que, en réalité, quand on réfléchit à un marteau, on a toujours l'impression que c'est quelque chose d'externe. Or, ce sur quoi il insiste, c'est qu'avant le XIIe siècle, le marteau était conçu comme une extension pure et simple du corps. C'est-à-dire que ce n'était pas du tout envisagé comme quelque chose d'externe, c'était envisagé comme une continuation du corps. C'est la notion d'organon. Et ce marteau, même, par exemple, les artisans ou les maçons avaient un marteau qui leur appartenait en propre. Et ce marteau, seuls eux pouvaient s'en servir. C'est-à-dire que un seigneur dont la fonction était de faire la guerre ne serait jamais allé utiliser ce marteau. Et même, le marteau était individuel entre différents artisans. Et au XIIe siècle, on commence à détacher les outils du corps. Les outils ne sont plus vraiment des prolongations du corps. Et il y a notamment Presbytère, qui est un théologien, un personnage du XIIe siècle, qui va écrire un livre dans lequel il représente tous les outils détachés du corps, c'est-à-dire des outils sans une main particulière, main d'artisan, etc., qui tient l'outil. Et ça a fait scandale quand ce livre a apparu au XIIe siècle, parce qu'on y voyait une forme d'obscénité, quelque chose de presque pornographique que de représenter un outil détaché d'une main pour le tenir. Et donc, ce qui me semble très intéressant dans ce texte, c'est que ce que montre Illich, c'est que la question, c'est pas de savoir si l'outil est externe ou interne, c'est plus la question de savoir quel est le rapport que l'on entretient à cet outil. Est-ce qu'on l'envisage comme une continuation du corps ou est-ce qu'on l'envisage comme quelque chose de coupé du corps et d'indépendant du corps. Auquel cas, si c'est indépendant, n'importe qui, n'importe quelle main va pouvoir s'en servir. D'où la fin du propos. Et pour réfléchir, donc Illich, au lieu de réfléchir à la question de l'externalité, et avec également Carl Mitcham, il va réfléchir à la question de la distalité. Donc c'est une notion qu'il met au point pour penser cette distance ou non que l'on peut avoir à ces outils que l'on va utiliser. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que Illich donc nous dit qu'en gros, au XIIe siècle, on a inventé l'outil en tant que entité détachée du corps, en tant qu'entité qui n'est plus la continuation du corps. Et vers les années 1980, sont apparus de nouveaux instruments, dit Illich, qui, dans une certaine mesure, réintroduisent une continuité entre le corps et l'outil. C'est-à-dire qu'on va avoir un retour un peu à la notion d'organon qui prévalait avant le XIIe siècle. Et l'exemple caractéristique de cela, c'est à son sens l'ordinateur. Cet ordinateur sur la table n'est pas un instrument. Il lui manque pour cela une caractéristique fondamentale, déjà connue au XIIe siècle, et qui réside dans la distalité entre l'utilisateur et l'outil. Un marteau, je peux le prendre ou le laisser. En tout cas, un marteau tel qu'il est conçu après le XIIe siècle. Le prendre ne me transforme pas en partie du marteau. Le marteau reste un instrument de la personne, pas le système. Dans un système, l'utilisateur, le conducteur ou opérateur, logiquement, c'est-à-dire en vertu de la logique du système, devient partie du système. Et donc l'idée, c'est que, avec des outils comme l'ordinateur, on a la distalité qui s'efface à nouveau. Et alors, cette analyse me paraît très intéressante parce que elle permet de relativiser notre façon de penser la technique. Et au lieu de penser, donc comme le schéma que je vous montrais caricatural tout à l'heure, au lieu de penser la technique comme quelque chose comme une évolution linéaire, en réalité, on peut voir, si on pense la notion de distalité, que il y avait une absence de distalité en grande partie donc avant le XIIe siècle. Ensuite, cette distalité va être créée après, donc il n'y en avait pas avant le XIIe siècle, elle va être instaurée avec le XIIe siècle, et dans une grande mesure, aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils qui effacent à nouveau cette distalité. Et donc, conclusion, à mon sens, il n'existe pas un type de nouvelle technologie, mais il existe une multitude de types de nouvelles technologies, c'est-à-dire qu'on va avoir des technologies, des nouvelles technologies qui sont soit internalisantes, soit externalisantes. Alors, encore une fois, je vais donner l'exemple de l'implantation d'un organe. Ça, c'est une technologie internalisante. Une technologie externalisante,
bon, ben, c'est toutes ces projections d'organes à l'extérieur. Et puis également, si on prend cette notion de distalité, eh bien, on va avoir des technologies qui sont distalisantes et d'autres qui sont adistalisantes. Et donc, ça permet de nuancer, de faire des précisions, me semble-t-il, dans cette façon d'envisager la notion de technique et de technologie. Donc, je vais m'en tenir là et je vais laisser la parole maintenant à David Latapy,